y a trois causes majeures qui ont causé la crise de 2008. C'est de un, l'importance des banques dans l'économie mondiale. De deux, le niveau d'endettement ou de levier que ces banques avaient lors de la crise de 2007-2008. Et finalement, le mécanisme de transmission d'une crise qui est limitée à un secteur à une crise systémique. Et là, je pense principalement au risque de liquidité ou de mismatch entre passif et actif au niveau de la banque. Et en prenant ces trois aspects l'un après l'autre, on voit qu'au niveau de la taille de marché, la dette privée aujourd'hui n'a rien de comparable aux banques. On parle d'une taille qui est de 1,5% environ de la taille des banques Oui. en 2007. Pour donner des chiffres, on est à 1800 milliards au niveau de la dette privée contre 120 000 milliards pour les banques en 2008, donc une taille qui n'a rien de comparable. On est vraiment un petit poucet à ce niveau-là comparé aux banques à l'époque. Le levier qui était appliqué par les banques, souvent, si on prenait leurs capitaux propres par rapport au capital qui était déployé ou prêté aux emprunteurs sous-jacents, on était à des niveaux de levier de plus ou moins 30 fois. Hmm. Encore aujourd'hui, les banques, malgré les réglementations qui ont été mises en place après la crise, on se situe encore à des niveaux de 15 à 20 fois de ratio d'endettement, ce qui est extrêmement élevé. En particulier, si on compare au crédit privé qui est pour la majorité déployé sans effet de levier, donc c'est un risque de capital propre pur des investisseurs. Et même les fonds ou les véhicules qui investissent avec un effet de levier, on se situe environ à 1,5 fois, je dirais, en moyenne, Oui. avec certains fonds plus agressifs qui peuvent aller jusqu'à Il y en a quand même, oui. 2 fois et demi, mais c'est déjà au niveau agressif. Hmm. Mais ça n'a rien à voir avec les 30 fois observés par les banques à l'époque. Et finalement, le mécanisme de transmission est le mismatch entre actif et passif qu'on observe au niveau des banques. On le sait tous, si on craint pour ces avoirs déposés à la banque, on peut y aller et les retirer immédiatement ou avec un délai relativement court, ce qui crée vraiment cet enchaînement où la banque reçoit des retraits et d'un autre côté ne peut pas exiger le remboursement des prêts à si court terme, ce qui se crée finalement les fameux bank runs qu'on a connus en 2008, mais aussi avant dans l'histoire. Et au niveau de la dette privée, encore une fois, la majorité des capitaux sont investis par des clients institutionnels ou des investisseurs institutionnels dans des fonds qui sont des fonds fermés dont ils ne peuvent pas réclamer leur capital avant l'échéance des prêts ou l'échéance du fonds. Et avec ça, ça implique que ce mécanisme de, de mismatch ou de risque de liquidité n'existe pas ou peu en dette privée puisqu'il n'y a pas cette possible demande de retrait de la part des clients qui ne correspondrait pas au risque de maturité des prêts sous-jacents. Il y a évidemment ces nouvelles structures evergreen qui ont été Exact. maintenant démocratisées, je dirais, depuis 5 6 ans, où il y a un certain risque de retrait. On en parlera plus tard, mais ce risque est généralement limité à 5% par trimestre de la part des fonds. Et ça limite également cette transmission puisque 5%, c'est un niveau, je dirais, de rotation naturelle dans un portefeuille. Et là, en regardant nos données propriétaires, on voit qu'un portefeuille bien diversifié en dette privée rembourse en moyenne 33% par année. Donc on parle d'environ 8 à 9% par trimestre. Et même dans des périodes de crise ou de volatilité extrême comme le Covid ou la Mhm. crise de 2008, on était toujours à des niveaux de remboursement d'environ 15%. Donc D'accord. qui permettent vraiment de servir ces 5% sans créer ce mécanisme d'enchaînement au niveau des retraits qui pourrait créer une crise plus importante sur les marchés.